Bonjour tout le monde, je suis très ravie d'être là avec vous. Vous êtes sur iHeart Radio, votre radio campus. Comme chaque fois, on accueille un de nos très chers professeurs de notre faculté. Pour cette fois-là, on va un peu changer la routine par accueillir un professeur de français, l'un de très chers professeurs de notre faculté. Il s'agit bien de monsieur Abdelhaï Sadiq. Bonjour monsieur. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Nous sommes très ravis de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'inviter et de partager un petit moment avec nos charmants étudiants par un autre média et un autre moyen qui est la radio. C'est à nous le plaisir, monsieur. Bon, monsieur, j'avais l'honneur d'assister à votre conférence qui a été un de ces jeudis passés. Et c'était dans le sujet était bien à propos des informations concernant notre culture, et nos traditions et nos us et coutumes. Pour ceux qui n'ont été pas présents pour la conférence, j'aimerais bien que vous donniez une petite idée à propos de ce qui s'est passé. Oui, avec plaisir, oui. J'avais répondu à l'invitation du responsable de la bibliothèque de la faculté pour présenter une nouvelle réédition d'un livre qui compte, à mon avis. Il s'agit des Gnomes de Sidi Abdelrahman al-Majdoub, qui a été édité en 1896 et qui est épuisé et dont on ne trouve des versions ou des exemplaires que par l'intermédiaire de la photocopie. Je crois même que la Bibliothèque nationale de Rabat n'a pas un seul exemplaire. Alors, étant donné que j'avais fait mes études à Paris et préparé un doctorat sur les traductions françaises de Sidi Abdelrahman al-Majdoub, j'ai entrepris la réédition de cet ouvrage. Et donc, c'est celui-là que j'ai eu le plaisir de présenter devant les étudiants il y a 15 jours, je crois. Voilà. Oui, exactement. Alors, monsieur, si vous permettez, j'aimerais bien vous poser quelques questions dont la réponse sera vraiment des informations concernant votre vie culturelle. Donc, j'aimerais bien savoir si pour vous, l'écriture est un don ou bien une ambition que vous avez tant désirée depuis votre enfance. Honnêtement, l'écriture, à mon avis, et pour moi personnellement, n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une ambition, mais je la considère comme étant un chemin de vie, un élément, un composant fondamental de ma vie personnellement parlant. J'écris parce que je sens le besoin, j'écris parce que je lis également beaucoup, et j'écris parce que je pourrais dire c'est comme ça. Mais ce n'est pas un don et ce n'est pas une ambition. C'est comme ça fait partie de ma vie. Respirer, manger, marcher, c'est écrire également, lire également, converser, partager la parole avec les autres dans cette notion de réciprocité, de reconnaissance par rapport aux anciens, mais également d'être porteur d'un message, mais en toute modestie. Voilà ce que c'est que l'écriture pour moi. Ouais. J'apprécie. Alors, monsieur, la deuxième question, c'est pourquoi plus précisément vous vous intéressez à ce qui est traditionnel et typiquement marocain ? Oh, je crois pour répondre à cette question-là, il va falloir tout un colloque. Je ne suis pas le seul, et Dieu merci, qui s'intéresse à la culture populaire marocaine. Mais mon intérêt vient du fait que peut-être l'expérience de vie a fait que j'ai vécu un peu non pas l'exil, mais le être ailleurs, m'a amené à m'intéresser énormément à la culture réceptrice dans laquelle j'ai vécu, notamment en France, mais sans oublier quand même les fondamentaux et les racines. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette culture, non pas par une posture embourgeoisante ou embourgeoisée, mais plutôt je suis de naissance et de vécu l'enfance dans un quartier populaire de Marrakech. J'ai connu le fait d'aller chercher l'eau à la fontaine publique. J'ai connu un certain nombre de choses. Je ne suis pas si vieux, mais quand même. Là, dans les années 60, c'était notre lot à tous. J'ai connu l'arrivée de la télé, les chamboulements, si je puis dire, dans un quartier populaire de Marrakech. Et de fait, toute mon enfance a été bercée par des chants de grand-mère, des quatrains de Sidi Abdelrahman al-Majdoub, les chansons, plus tard, les chansons de Nasl Riwan, de Jilala, de l'Mchab, le Melhoun. Donc, tout ceci participe de la construction d'un intérêt de plus en plus confirmé et affirmé, et surtout que je me dis que cette culture populaire, qui est fondamentale, fondamentale chez nous, doit être portée, 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 doit être portée,
par une autre langue, par l'intermédiaire de la traduction, vers d'autres récepteurs. Parce que si on la garde rien que pour nous et qu'elle ne participe pas, ou qu'il ne fait pas l'objet de traduction, elle va se perdre ou elle va devenir du folklore. Et là, non. Personnellement, je refuse la folklorisation un petit peu de notre culture populaire. D'accord. Monsieur, à quel point les thèmes que vous abordez sont une référence culturelle et traduction marocaine? Honnêtement, je veux dire, aborder un thème, c'est écrire sur un thème ou sur une problématique. En fait, moi, ma posture elle est beaucoup plus éditoriale. J'aborde dans une stratégie éditoriale pour mettre à la disposition des étudiants, des lecteurs du 21e siècle, des ouvrages qui ont été écrits essentiellement en français sur des personnages emblématiques, sur notre culture populaire, sur ce qu'était le Maroc, par exemple, au début du XXe siècle. Et le champ qui m'intéresse actuellement et auquel je consacre beaucoup de temps, c'est ce qu'on appelle actuellement comme nouvelle science universitaire, qui est la cantologie. Et la cantologie, c'est la science de la chanson, c'est-à-dire on analyse les chansons non plus dans leur ossature textuelle ou ossature musicale, mais également dans leur performance scénique, dans leur impact chez le récepteur et dans leur prolongement par l'intermédiaire de la traduction vers d'autres pays, vers d'autres contrées, puisque maintenant, une chanson est devenue transgénérationnelle, transfrontalière par les moyens de communication, donc elle peut passer facilement. Et elle peut séduire des gens qui n'ont rien à voir avec la culture productrice. Et ça, c'est un phénomène auquel je m'intéresse et auquel j'ai consacré 2 ouvrages essentiellement consacrés à Nasl Riwan, par l'intermédiaire de la traduction et de la présentation. Et actuellement, il y a un nouvel ouvrage qui est en préparation et qui est beaucoup plus axé sur cette problématique de la cantologie, sur la production chansonnière marocaine et bien sûr sur la chanson dite protestataire au Maroc, notamment Nasl Riwan, Jidalan, Mchahb et d'autres groupes. Voilà. C'est tellement intéressant ça, monsieur. Alors pour votre futur projet, monsieur? Justement, je vous dis, le futur projet est déjà là. Le projet, c'est cet ouvrage qui est consacré à la cantologie et qui s'appelle 40 ans de chansons protestataires au Maroc, Nasl Riwan. Et pour la première fois, je crois, et j'en suis même certain, que pour la première fois, on va trouver dans cet ouvrage apparaître dans une vingtaine de jours, j'espère, voilà, parce qu'il a eu du retard, mais ça c'est indépendant de ma volonté. C'est pour la première fois que l'ouvrage va présenter une quantité non négligeable des chansons de Nasl Riwan qui sont présentées en langue originale, l'arabe, mais qui sont traduites en français, mais également, et pour la première fois, en anglais et en espagnol. Et là, j'ai trouvé que c'était un pas à franchir, parce qu'avec le mouvement des indignés, avec les mouvements des printemps arabes, avec l'intérêt que portent certains pays du nord de la Méditerranée à la chanson et à la production chansonnière marocaine, je trouve qu'il était de notre devoir comme gardien d'une certaine manière du patrimoine chansonnier marocain, de traduire ou de tenter au moins de traduire les chansons les plus importantes de Nasl Riwan en langue anglaise et en langue espagnole. Voilà, c'est une manière d'universaliser ce mouvement qui est fondamental pour notre culture de la deuxième moitié du siècle passé, et donc de permettre une certaine, en toute modestie, mais de permettre une universalité de la chanson protestataire marocaine, parce qu'elle est universelle. C'est-à-dire les thèmes qu'abordait Bob Dylan ou John Baez ou Bruce Springsteen, par exemple, ils sont presque les mêmes abordés par Nasl Riwan et d'autres groupes. Donc, pourquoi nous, dans une certaine manière ou d'une certaine façon, nous assimilons facilement le chant protestataire anglo-saxon, par exemple, et on garde rien que pour nous le chant protestataire marocain. Il était temps de le rendre transfrontalier, transgénérationnel et translangagier également. Voilà, le traduire, le proposer, et j'aimerais que le lecteur dise, voilà, ça c'est une bonne traduction ou une mauvaise traduction, ou ce n'est pas ça, ou ceci ou cela. Et il faut que ça provoque un débat. Voilà, sur la nécessité. Et là, j'espère qu'un jour, nos étudiants, dans leurs recherches, feront des traductions des grands textes d'Il Melhoun en anglais, en espagnol. Malheureusement, on ne les trouve pas en anglais. Il faut montrer. Est-ce que par exemple, seuls les Espagnols ou les Français ou les Anglais ont la notion de la cortésia?
l'amour courtois, par exemple, la courtésia, la chevalerie, tout ça. Certes, ils l'ont, mais nous l'avons également dans notre culture arabe. De manière générale, marocaine. Et lorsqu'on écoute une chanson comme Fatma ou la Khulkhal Awisha ou la Vlmelhoun, nous avons une dimension de la courtésia que nous sommes obligés, et il est de notre devoir de la porter à un lecteur qui n'est pas marocain, un lecteur qui n'est pas arabe, pour savoir que de toute façon, il y a quelque chose. Voilà. Voilà, c'est le dernier projet, si je puis dire, sur lequel le livre va paraître très, très bientôt, dans une vingtaine de jours. On sera très ravis de le lire, de le toucher. Merci. Alors, en passant un peu au côté personnel, Monsieur Abdelhaye, je vais commencer par, si vous étiez bloqué, par exemple, quelque part dans le monde, et qui appellerez-vous en premier pour vous aider ? Je vais vous répondre très franchement. Okay. Très franchement. On oublie le prof, on oublie l'écrivain. Mais je vous dirais, je serais le plus heureux des hommes si je suis bloqué sur une île seul. Voilà. C'est-à-dire que j'apprécierais énormément le silence. J'apprécierais énormément. J'ai envie de vivre l'expérience de perdre la langue. De ne plus parler. De revenir un petit peu à une certaine primitivité qui va montrer un petit peu le champ. Mais pour répondre exactement à votre question, la seule personne, si je puis dire, que j'appellerai, n'a pas de numéro de téléphone. On ne peut pas le contacter directement, on ne peut pas envoyer d'SMS, donc on ne peut l'appeler que parce qu'on a la foi. D'accord. Alors, monsieur, avez-vous quelque chose que vous avez regretté dans votre vie ? Encore une fois, pour vous répondre franchement, je ne peux pas vous dire la chose. Si j'ai quelque chose à regretter dans ma vie, ou si j'aurais quelque chose à regretter dans ma vie, ça, je ne pourrais répondre à cette question que le jour ou 1 minute ou 2 minutes avant de m'éteindre. Donc, parce que j'espère quand même avoir beaucoup de choses à vivre, que ça soit beau ou pas beau, ça soit des regrets ou des joies, peu importe. Donc, jusqu'à présent, même si j'ai des choses à regretter, je ne peux pas le dire parce qu'il faut que je les compare avec ce qui va venir. Et j'espère qu'il y aura pas mal de choses qui vont venir. Alors, monsieur, avez-vous déjà exercé un métier avant d'être professeur de français ? Ah oui. Vous savez, quand on est je vous parlais au début un petit peu du quartier populaire, de la Médina de Marrakech et tout ça. Vous savez, pendant l'enfance ou l'adolescence, on exerce quelques petits métiers pendant les vacances pour essayer un petit peu de gagner un peu de sous pour pouvoir acheter les bouquins pour la rentrée. Mais plus sérieusement, le métier, en tant que métier que j'ai exercé pendant des années, c'est libraire. J'ai été libraire dans une grande chaîne de librairies à Paris et qui appartient à Hachette. Et pendant que je faisais mes études, et pour pouvoir subvenir à ces études-là et faire, je travaillais dans la librairie, un métier. J'ai appris énormément de choses. Voilà. C'est très intéressant d'être libraire, monsieur. Oui, oh que oui. Monsieur, qu'est-ce que vous rend plus dans la vie ? Qu'est-ce qui me rend ? Vous rend heureux plus dans la vie. Heureux ? L'espoir. Je ne peux pas dire que être heureux, on est redevable à une personne, redevable à quelque chose, mais plutôt avoir l'espoir d'un monde meilleur, avoir l'espoir qu'une communication plus facile, respectueuse des croyances des uns et des autres, respectueuse des langues des uns et des autres. En fait, se dire que nous avons la chance d'être des êtres humains, que ce que nous sommes, nous devons le mériter, donc nous devons le travailler, le préserver. Donc cette chose-là, et être heureux, c'est être tout le temps, à mon avis, c'est être dans l'action. Et de ne rien attendre des autres. Exactement, il ne faut surtout pas dépendre des autres. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous inspire le plus ? Qu'est-ce qui inspire monsieur Abdelhaye Sader le plus ? Oh là là, oui, c'est vrai que le silence inspire. C'est l'inspiration où il n'y a pas une seule chose qui fonctionne comme élément d'inspiration. Il y a plusieurs choses.
Mais je peux dire, autant la beauté que la laideur, autant le bien que le mal, c'est tout ce qui provoque une réaction chez moi. Parce que la réaction en elle-même est une production, qu'elle soit bénéfique ou maléfique, mais à partir du moment où il y a une réaction posée, visible, lisible, bah c'est que ça a été inspiré par quelque chose. Alors, je comprends bien votre question parce qu'elle vise un petit peu l'aspect créatif. Qu'est-ce qui inspire pour la création? La nuit. La nuit est une bonne compagne. C'est ce que justement j'allais vous poser, monsieur. Êtes-vous une personne qui aime la nuit ou bien le jour? Vivre la nuit ou bien le jour? Alors bien évidemment c'est la nuit, vu ta réponse. En réalité, ça dépend des états d'âme. Ça dépend. Mais je trouve effectivement que le silence de la nuit est beaucoup plus intéressant que le silence du jour. Voilà. Et le bruit de la nuit, il est beaucoup plus poétique effectivement que le bruit du jour. Le bruit du jour est fonctionnel, productif, il nous inscrit dans une production. Par contre, une production matérielle, économique, pécuniaire, si je puis dire. Mais le bruit de la nuit, il est beaucoup plus caressant, il est plus, il éveille les sens, il nourrit l'âme. Et donc, dans ce sens-là, on peut donner quelque chose, même si on ne donne que du repos à son corps en étant éveillé, c'est déjà une production, puisqu'on cherche un petit peu à être en paix avec soi-même. Donc la nuit est beaucoup plus intéressante, à mon sens. D'accord. Pour finir, monsieur Sadiq Abdelhaye, si vous pouvez changer quelque chose sur vous, qu'est-ce que ça serait? Ça, c'est très important. Ça. Honnêtement, j'ai rien à changer, mais ça ne veut pas dire que je suis parfait, loin de là. Loin de là. Mais changer quelque chose, je n'ai pas les moyens de changer quelque chose en moi. Je n'ai pas les moyens. Et si, par exemple, vous aurez les moyens de... Si j'ai les moyens, je changerai beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de ce que l'histoire, la nature, la croyance et un certain nombre de choses ont fait de moi. Mais pour vous dire sincèrement, je suis très heureux comme je suis, avec mes qualités et mes défauts, et je dirais, et vogue le navire. Voilà. Et que pensez-vous de notre nouvelle radio? C'est une belle entreprise, c'est très bien, c'est un moyen de communication, c'est un champ ouvert à la création, c'est un champ ouvert au débat, et c'est une très 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 bonne chose. Je ne sais pas quel est le taux d'audience, comment les étudiants accèdent à la radio, c'est par Internet. Voilà, exactement. Et, mais je salue cette initiative de la Faculté des Lettres. Et je salue le travail que vous faites pour faire connaître autant les activités que les étudiants, les événements qui se passent dans notre faculté. Parce qu'en réalité, on n'est pas uniquement une faculté des lettres. On est une faculté des lettres, de philosophie et des arts. Voilà, c'est-à-dire que c'est un brassage de plusieurs disciplines, d'autant plus que je vois un petit peu, de plus en plus nous accueillons des étudiants étrangers. Je trouve que notre faculté commence à prendre des couleurs. Et ça, c'est une très très belle chose. Voilà. Mais vraiment, je salue l'initiative des responsables de la faculté des lettres. Et puis, la confiance que vous avez de la part des étudiants et des professeurs. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Monsieur Abdelhaye Sadiq, on remercie très fort d'être là avec nous sur iHeart Radio. J'aimerais bien effectuer avec vous une prochaine rencontre, Inch'Allah, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir, avec plaisir. Merci bien, monsieur Abdelhaye Sadiq, et à la prochaine, Inch'Allah. Turn the music on a main street and everybody leave your own seat. Just turn your life in crazy loud sound and start to hear the morning beat. I turn the music on a main street and nobody keeps on listening.